Bonjour Ama, bienvenue sur Pandore. Je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui vont nous écouter ou nous voir. Bonjour, déjà bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ama, j'ai 2 enfants. Je suis professeure de yoga prénatal, postnatal, également doula. Donc, j'accompagne les mamans, les couples pendant la grossesse, pendant l'enfantement et après l'enfantement. Et en tant que doula, j'accompagne en fait pas seulement les parents lors de la maternité, lors de cette période intense qui est l'accueil d'un enfant, mais aussi pendant toutes les phases de changement dans la vie d'une femme. Donc, ça peut être pendant la ménopause, ça peut être, voilà, ça peut être très varié. Et je suis également énergéticienne, Moon Mother, donc je donne des soins énergétiques de l'utérus, également des bénédictions de l'utérus. Je suis aussi connue, on va dire, pour le fait de parler sur la naissance plaisir. J'ai un peu brisé certains tabous qui sont autour du plaisir pendant la naissance. Et ça, c'est venu après mon premier enfant. J'ai enfanté de ma fille en Russie et pas du tout dans le plaisir. C'était une naissance qui était naturelle, donc sans péridurale, mais à l'hôpital avec des techniques et une équipe assez ancienne dans le mode de fonctionnement, c'est-à-dire avec une poussée dirigée, avec systématiquement être mise sur le dos pour la sortie du bébé. Et voilà, même si c'était une expérience très intense et douloureuse, ça m'a quand même donné beaucoup de force après. Donc, j'honore encore cette expérience, voilà, malgré le fait que ça fut très intense. Ça m'a permis d'être plus confiante dans mon corps et me sentir plus puissante, tout simplement, le fait d'avoir enfanté mon enfant naturellement. Mais après avoir enfanté, j'ai commencé à me passionner pour la naissance naturelle et j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales en fait lors de l'enfantement. Il y avait des choses que l'équipe médicale a faites et qui n'étaient pas vraiment pour le bien-être de la maman ou du bébé, mais c'était plutôt pour gagner du temps, par exemple, pour que ce soit plus pratique pour eux, mais c'était pas vraiment pour nous en tant que maman et bébé. Et voilà, j'ai commencé à me renseigner, à chercher des infos un peu à droite à gauche, et je suis tombée sur le documentaire qui s'appelle La naissance orgasmique. Et quand j'ai vu ce documentaire, je fais mais oui, c'est comme ça que je vais enfanter moi. J'avais déjà eu l'expérience de voilà on va dire l'enfantement naturel plus traditionnel avec j'avais voilà encore pour moi c'était normal tout simplement d'enfanter dans la douleur puisque voilà tous les discours que j'avais eus allaient dans ce sens-là, que ce soit ma belle-mère quand j'avais 8 ans qui m'avait dit tu verras le jour de la naissance ce sera le jour le plus douloureux de ta vie. Ok, merci. Merci pour voilà, le programme dans le subconscient. Et puis aussi dans la Bible, on nous dit tu enfanteras dans la douleur. Dans beaucoup de films qu'on voit, on voit des femmes qui crient. Donc voilà, on a vraiment cette image-là. Et donc forcément, mon subconscient était nourri de ces images-là et de cette croyance que l'enfantement est douloureux. Donc il était intégré en moi et lorsque j'ai enfanté mon enfant, eh bien j'ai enfanté comme mon corps croyait que c'était voilà, que c'était quoi. Et donc là, je tombe sur la naissance orgasmique et j'ai eu un feu en moi qui avait envie voilà, une passion qui s'est réveillée. J'avais envie de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes qui vivent et qui disent que, voilà, que l'enfantement est douloureux et de l'autre côté, il y a des femmes qui clament enfanter dans le plaisir. Donc, je me suis dit, là, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que font les unes, que ne font pas les autres, etc.
Et donc, j'ai commencé mon petit chemin avec mes recherches. J'ai beaucoup lu, j'ai regardé beaucoup de documentaires, de vidéos, etc. Et parallèlement à ça, j'ai commencé une formation de yoga prénatal et je suis tombée enceinte pendant la formation. Et à la fin de la formation, on m'a demandé d'écrire un mémoire sur un sujet concernant la grossesse ou la naissance. Et tout de suite, c'était clair pour moi d'écrire sur la naissance-plaisir et surtout les outils pour cheminer, pour surfer sur les vagues de l'enfantement. Et donc, j'ai réuni tout plein de méthodes, de compréhension aussi sur soi, sur le cerveau, sur la physiologie aussi de l'enfantement. Et en tant que bonne élève, j'avais envie comme j'étais enceinte, j'ai eu envie de tout tester. Donc, je me suis créé une routine quasi quotidienne avec toutes ces techniques, donc déjà de déconditionnement, de relaxation, d'auto-hypnose. Et donc, le jour J arriva, j'arrive à l'hôpital. Je devais enfanter à la maison, mais j'étais en dépassement de terme, donc j'ai dû accepter d'être à l'hôpital. Et quand j'ai commencé les premiers mouvements, quand les vagues ont commencé à être intenses, j'ai senti que c'était pas du tout douloureux. C'était vraiment ressemblant à un rapport sexuel qui vient en fait stimuler le col de l'utérus. Parce que lorsqu'on enfante, c'est le col de l'utérus qui s'ouvre, qui se dilate et qui s'ouvre. Et je retrouvais vraiment ces sensations au niveau du col, mais de manière non douloureuse. C'était des vagues de plaisir, en fait, mais vraiment très intenses, dans le sens où même parfois, lorsqu'on fait l'amour et lorsqu'on arrive à un degré d'intensité, encore plus lorsqu'on est au niveau du col de l'utérus, on est entre les deux. Je sais pas, ça fait du bien, mais en même temps c'est intense. On sait plus trop, en fait. Mais comme on sait qu'on est en totale sécurité avec notre partenaire, il n'y a pas de peur et donc il n'y a pas de tension et donc il n'y a pas vraiment de douleur. Et donc, j'étais vraiment en train d'accueillir les vagues comme ça pendant quelques heures, 3-4 heures. J'ai eu des vagues qui étaient, qui venaient stimuler toute cette zone et que j'accueillais avec la plus grande joie. Et j'étais vraiment dans une transe. Et en même temps, j'étais très lucide entre les contractions. J'étais très, très lucide. Je pouvais parler comme je fais maintenant. Et dès qu'il y avait les vagues, je me retrouvais dans ma sphère où j'accueillais et je ressentais les vagues dans le plaisir. Donc, c'était assez surprenant parce que même si je m'étais préparée à une telle naissance, je m'étais vraiment ouverte au champ des possibles, c'est-à-dire, OK, je vise la lune, j'ai envie vraiment de vivre une naissance plaisir, mais bon, je ne vais pas m'attacher au résultat, je prends un certain détachement, tout est parfait, tout sera parfait, même si ce n'est pas dans le plaisir, même s'il se passe quelque chose que je n'avais pas prévu, c'est OK. Là, je vise la lune, si je loupe, j'atterris dans les étoiles. De toute façon, c'est parfait. Et sur ça, j'étais surprise, je commençais à sentir les vagues, mais c'était déroutant en même temps, et en même temps, je m'y attendais, donc donc c'est difficile à exprimer vraiment avec des mots, ce sentiment. Et après cette expérience-là, j'ai envie de partager en fait les outils que j'avais récoltés au fil des mois, parce que ça a été vraiment de longs mois de recherche. Et je me suis dit, si moi je l'ai fait, si moi je l'ai ressenti, je ne vois pas pourquoi d'autres femmes ne pourraient pas le ressentir. J'avais vécu une naissance un peu plus traditionnelle, qui n'était pas dans le plaisir. Et il y a vraiment eu un cheminement, en fait, entre ces 5 années qui ont séparé les deux naissances, un cheminement au niveau du conditionnement, au niveau de ma faculté de relaxation aussi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ça aux femmes qui m'entourent, notamment en créant un programme en ligne pour permettre aux femmes de pratiquer, parce qu'ici, c'est la pratique. Pardon.
on a tellement de conditionnements et de croyances que ça prend du temps à réécrire en fait notre réalité et ce qu'on veut vivre. Voilà, je vais prendre un petit peu de... Je m'enflamme. Ah, c'est super, c'est merveilleux de t'écouter. Du coup, je voulais te demander un peu, hein, tu dis ça prend du temps, hein, de déprogrammer, etc. Et du coup, j'imagine que ce que tu proposes aux femmes, c'est vraiment de commencer très tôt, finalement, cet apprentissage, enfin, cette connaissance de son corps. Peut-être que tu peux nous dire un peu les exercices, quelques exercices sur quoi ça porte, mais je leur propose peut-être de ne pas attendre la grossesse, j'en sais rien. Comment tu crées ça? C'est vrai que je conseille généralement aux mamans de commencer assez rapidement et même de commencer, si elles ont l'occasion de tomber sur la naissance orgasmique avant même la conception, pour commencer à déprogrammer et à enlever les fausses croyances et se détacher du conditionnement, en fait, du conditionnement dont on est tous, influencés. La première chose justement qui va être importante, ça va être le déconditionnement au niveau du subconscient. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, toutes nos expériences vont se stocker dans notre subconscient, comme une mémoire d'ordinateur. Et donc là, l'exercice, ça va être d'aller plonger dans notre subconscient et déjà observer le paysage. Quel paysage on a? Est-ce qu'on a des peurs? Est-ce qu'on a des doutes? Est-ce qu'on a des croyances? Et d'où elles viennent? Est-ce que, par exemple, moi, c'était venu aussi de ma belle-mère qui m'avait dit à 8 ans ce genre de phrase. Ça peut être les films. Donc, j'invite les mamans à noter, à écrire le paysage de leurs croyances par rapport à la naissance et de prendre en compte le transgénérationnel, donc ce que leur mère, grand-mère ont vécu, qui est aussi transmis génétiquement aux générations suivantes. Donc ici, il y a un travail de fond à faire. C'est pas un coup de baguette magique. Voilà, il y a quand même un travail assez conséquent, mais qui peut se faire naturellement et ça va aussi dépendre de où en est la femme, de où on en est. On est toutes différentes, on a toutes eu des expériences de vie différentes. Donc là, c'est vraiment un travail d'introspection et d'aller voir nos peurs dans les yeux aussi. Il y a un super livre qui s'appelle L'hypnonaissance de Marie Mongan, dans lequel je tire quand même certains des enseignements que je partage. Et dans ce livre-là, il y a un concept qui s'appelle un syndrome, qu'on appelle même, qui s'appelle peur, tension, douleur. Donc ça aussi, le fait de comprendre que si la femme a peur, son corps va se crisper, va se tendre, et donc elle va ressentir de la douleur. Donc on va d'abord aller travailler sur les peurs, puis la relaxation, pour laisser place aussi au plaisir et s'ouvrir au plaisir. Donc, il y a cette première phase de déconditionnement. Une deuxième chose qui est essentielle pour la maman, ça va être de s'entraîner à la relaxation. La relaxation, c'est pas forcément inné pour tout le monde. Voilà, on est dans une société qui est assez stressante. Et donc là, on va apprendre le corps à se détendre, à se relaxer, notamment au niveau du périnée. Donc, il va avoir un travail de prise de conscience du périnée et de ses états naturels, l'état contracté, mais aussi l'état relaxé. Et je dis souvent aux mamans en cours de yoga ou en atelier naissance-plaisir que le jour de la naissance, c'est le jour où on devrait être la plus relaxe possible. Imaginez-vous la plus relaxe qui soit dans votre vie, c'est le jour de la naissance. On va essayer d'atteindre ce taux de relaxation ultime, je dirais, pour tout simplement le corps sait exactement comment enfanter, mais souvent on va interférer à cause de ce qui fait qu'on est humain, c'est-à-dire notre néocortex.
Donc, le néocortex, c'est ce qui nous différencie des animaux. Et c'est la partie du cerveau qui fait qu'on pense, qu'on a le langage articulé, qu'on analyse, qu'on organise, tout ça. Et cette partie-là, elle est stimulée, en fait. On est souvent beaucoup en train d'analyser, beaucoup en train d'utiliser cette partie-là du cerveau. Et donc là, on va essayer de retourner plutôt dans la partie archaïque du cerveau, qui, elle, est responsable de l'enfantement et de la production d'ocytocine. Donc, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, l'hormone de l'enfantement. Et donc, afin de garder un taux d'oxytocine qui va être haut, on va essayer d'être la plus relaxe possible, éviter toutes les situations de peur et de stress, parce que les hormones de peur, l'adrénaline et de stress, cortisol, vont inhiber l'ocytocine. Donc, on va essayer vraiment de se mettre dans un petit cocon pour être toute ouverte et toute molle, je dirais. Voilà, pour laisser vraiment... Donc, il y a voilà, la relaxation. Je transmets aussi aux femmes le retour à leur état sauvage, la femme sauvage. Donc, déjà, la rencontre avec la femme sauvage, si la femme sauvage a été un peu délaissée avec la vie moderne. Donc, il y a certaines techniques, certaines danses, ce que j'appelle la danse de la femme sauvage, pour inviter les femmes à se reconnecter à leur femme sauvage et le jour J, à la laisser prendre les rênes, on va dire, à la laisser danser, à la laisser se mouvoir et enfanter son bébé. La femme sauvage, parce que la femme sauvage, elle sait comment enfanter. Voilà. On a toutes été des femmes sauvages à un moment donné dans notre vie d'âme et on a ça en nous mais parfois, ça a été bloqué, en fait, tout simplement. La vie moderne, l'industrialisation a fait qu'on a pu se couper de notre état sauvage et donc à notre habilité naturelle d'enfanter et de savoir quoi faire le jour J. Une femme qui enfante et qui est libre de se mouvoir, elle va naturellement prendre les postures qui lui sont le mieux adaptées pour elle et son bébé. Donc, on va tisser une relation intime avec notre femme sauvage également dans les accompagnements que je propose. Une autre chose aussi qui va être importante à comprendre et à ressentir lorsqu'on veut cheminer vers une naissance plaisir, c'est le fait que l'acte d'enfanter, c'est un acte sexuel. Alors, il y a des personnes qui sont choquées lorsqu'elles entendent ça parce que voilà, il y a vraiment un cloisonnement entre les deux événements. Et pourtant, scientifiquement, les deux événements sont très liés. Bon, déjà, afin de tomber enceinte, il y a un acte sexuel avant. C'est vraiment la source de l'histoire, le début de l'histoire. Mais aussi, au niveau hormonal, lorsqu'on fait l'amour, on va produire l'ocytocine, cette hormone qu'on appelle l'hormone de l'amour. Et lors de l'enfantement également. Lors de l'enfantement, on aura un taux... alors, mince, je crois que ça a été coupé, c'est bon? C'est bon, tu as entendu, c'est juste l'image, mais tu es de retour avec nous. Donc, lors de l'enfantement, on va avoir un taux d'ocytocine qui va être très élevé, même le plus élevé de notre vie. On a aussi, au niveau des sensations physiques, on va avoir cette sensation d'ouverture lorsqu'on fait l'amour, bien sûr, au niveau du vagin, mais aussi lorsqu'on enfante. Au niveau de la poitrine aussi, les tétons sont en érection lorsqu'on fait l'amour et qu'on enfante. Donc, il y a vraiment un lien très fort et intrinsèque, en fait, entre les deux événements. Également, au niveau des besoins physiologiques de la femme qui enfante, ça va être les mêmes besoins pour vraiment s'ouvrir lors d'un rapport amoureux. On a envie d'être en sécurité, on a besoin d'être en sécurité dans les deux cas. On a besoin d'intimité, on a besoin plutôt d'obscurité. Bon, après, ça dépend des gens, mais quand même, il y a quand même ce besoin d'être cocooné. Et d'ailleurs, il y a une super vidéo qui était très drôle, une vidéo italienne
où on mettait en évidence l'importance de comprendre qu'on a besoin des mêmes choses, en fait, lorsqu'on fait l'amour et lorsqu'on enfante. Cette vidéo, elle montrait un couple qui allait concevoir à l'hôpital. D'accord? Donc, si, par exemple, la conception était aussi encadrée que l'enfantement. Donc, alors, déjà, ils doivent mettre leur blouse, ils arrivent, on prend la température, nanana, et puis, bon, après, on les laisse un peu dans la chambre. Et là, la sage-femme arrive et puis elle voit le couple en train de commencer à faire l'amour contre un mur, je crois. Elle fait « Ah non, 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 c'est pas comme ça. Bon, allez, maintenant, vous mettez sur le dos, madame, monsieur dessus. Allez, 1, 2, 3, on y va. 1, 2, 3. » Et voilà, c'est une vidéo très drôle. Et à la fin de la vidéo, donc il y a le couple qui est là, qui est tout penaud face au docteur, qui font on est désolé, on n'a pas réussi à concevoir naturellement. Et puis le médecin qui fait oh, vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant, très peu de couples conçoivent naturellement. Voilà, on avait vraiment ce rapport entre l'enfantement encadré et voilà. C'était très drôle comme vidéo. Et je dis aussi souvent aux mamans, lorsque vous voyez l'endroit où vous allez donner naissance, normalement, pour un résultat optimal et une naissance la plus facile possible, vous devriez avoir envie de faire l'amour dans cet endroit-là. C'est vrai qu'on arrive à l'hôpital, ouais, c'est pas l'endroit le plus romantique du monde, soyons honnêtes. Et donc, on peut aussi mettre en place des petites choses pour faire de cet endroit-là l'endroit à l'hôpital. Bon, sauf si vous accouchez à la maison, bien sûr, c'est différent, mais si vous êtes à l'hôpital, on peut aussi amener des petites choses pour faire de cet endroit-là un endroit confortable, un endroit cosy, un endroit comme à la maison, idéalement. Alors, je conseille souvent aux mamans de faire... donc, elles ont leur valise maternité d'un côté et de l'autre côté, elles ont leur valise déco de maternité avec des petites guirlandes, des bougies à LED, parce qu'on ne peut pas emmener des vraies bougies, des bougies à LED, de l'huile de coco pour l'odeur. Idéalement, on a envie de stimuler les 5 sens, que les 5 sens soient stimulés pour que la maman... dès qu'elle sort de sa bulle, en fait, hop, peut-être qu'il y a une belle image qui lui apporte encore ce petit boost d'ocytocine, ou alors une odeur qui, hop, vient remonter encore une fois l'ocytocine. Et donc ça, je vais aussi conseiller beaucoup aux mamans de faire l'endroit où elles vont enfanter le leur. Voilà, et lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, qu'elles aient cette démarche de « Ok, ici maintenant, c'est chez moi. C'est chez moi. C'est plus à l'hôpital, c'est chez moi. J'enfante ici, donc ça veut dire que je devrais me sentir aussi bien que chez moi. » Et donc, on peut tout à fait refuser la blouse, par exemple. On peut vraiment amener ses propres vêtements. C'est important parce que cette histoire de blouse, finalement, ça nous infantilise, ça nous met dans une case malade, entre guillemets. Voilà, on est un peu, on est en train de porter notre blouse là d'hôpital, alors que l'enfantement, voilà, on va essayer de se sentir bien et ça peut aussi passer par les vêtements qu'on va porter. Donc, on peut se prévoir, voilà, peut-être une petite robe toute douce ou je sais pas, quelque chose où on se sent bien. Moi, j'étais en débardeur culotte. Je me sens belle et sexy en débardeur culotte. C'est paréo et puis vraiment des choses où on se sent bien. C'est important. On va vraiment essayer de soutenir notre bien-être et stimuler en fait nos sens de plaisir en fait, que ce soit même un petit morceau de chocolat si on en a envie parce que ça nous fait plaisir, que ce soit le toucher aussi, se toucher, ne pas hésiter à se masser le ventre, la poitrine, le sexe aussi si ça peut nous détendre et nous sentir nous faire sentir bien quoi. C'est la relaxation et bien-être, ça va être les deux piliers aussi
s'avance vers la naissance plaisir. Tu vois, je découvre, je ne savais pas que les hôpitaux maintenant avaient cette ouverture de laisser la personne ramener voilà, ces Oui, petites décorations, ces petites choses, comme tu as dit, pas des bougies, on va pas mettre le feu, mais voilà, des petites bougies LED. C'est vraiment chouette qu'il y ait cette ouverture, du coup. mm. Et, Après, je leur ai posé la mhm, question. C'est important aussi de sentir ce qui est bon pour soi et moi, j'ai senti que c'était bon pour moi, donc je l'ai fait. Je n'ai pas posé la question. J'ai pris mes trucs et puis je sais pas si c'était, si ça se trouve, ça se trouve c'est la première fois qu'ils voyaient ça, je sais pas. Mais prendre aussi les rênes en fait de notre environnement pour notre bien-être. C'est vrai que souvent, premier enfant, on arrive à l'hôpital, on se sent un petit peu déboussolé, on ne se sent pas chez soi et donc on se laisse un peu guider en fait. On se laisse faire. On peut se laisser toucher aussi, alors qu'on n'a pas forcément envie, que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc là, c'est aussi avoir un ancrage en soi et faire valoir notre souveraineté. Et ça, l'équipe va le sentir aussi. Si on arrive à l'hôpital et qu'on est un petit peu, un petit peu renfermé et timide, ce qui est tout à fait normal parce que voilà, c'est un nouvel environnement et qu'on ne connaît pas, l'équipe va le sentir et l'équipe va faire comme elle fait d'habitude. Voilà, elle va pas se poser de questions, elle va hop nous trimballer. Mais quand on arrive et qu'on est OK, I am the goddess, je suis une déesse, je suis en train de créer la vie là déjà dans mon ventre. Donc je vais, voilà, je suis confiante, je suis puissante, j'ai enfanté mon enfant et voilà, vous êtes là pour m'aider si j'ai besoin, mais sinon je suis la reine de mon royaume ici, quoi. Donc, ça, voilà, avec cet alignement. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu trop, je sais pas, explosif dans le sens qu'on est, on est là, mais finalement, je trouve que c'est aussi la femme sauvage qui affirme son territoire, en fait, en étant, même si oui, hein, on n'a pas acheté l'hôpital, mais quand même, finalement, le fait d'aller enfanter là, c'est notre territoire et c'est important de le sentir comme ça pour vraiment se laisser aller et s'ouvrir. Il y a aussi, je rencontre aussi pas mal cette chose avec l'inhibition, le fait de se sentir observé et d'avoir peur du regard des autres, peur du regard de l'équipe médicale et de ne pas oser bouger, de ne pas oser faire ce qu'on aurait pu faire si on était seul. Et donc ça aussi, ça peut se travailler en amont, avant l'enfantement. On peut s'entraîner à danser, voilà, s'il y a d'autres conjoints ou même avec des amis, ou se mettre dans des situations en fait, où il y a le regard de l'autre et se dire, OK, je m'entraîne à vraiment faire abstraction du regard de l'autre et à vraiment être dans mes ressentis et dans mes sens, dans ma sensualité, dans mon corps, quoi. Donc ça, c'est un travail aussi qu'on fait avec les mamans qui n'est pas toujours facile, mais avec l'entraînement, on a accès à cette abstraction et à vraiment ne plus faire attention au regard de l'autre, quoi. Donc, c'est important. super, j'ai envie de revenir sur quelque chose voilà, que tu as un peu souligné. Tu sais, tu parlais un peu des clichés, des images qu'on a de l'accouchement, donc la souffrance souvent, etc. Et il y a autre chose que tu as exprimé un peu dans la vidéo italienne, c'est les poussées. Tu sais, le côté allez, on pousse, des contractions. Et je voulais savoir un petit peu comment ça se déroulait, comment ça se passait, en fait, avec un accouchement naturel, hein, orgasmique. Comment c'est poussé? Est-ce que, voilà, tu suis les médecins, justement, c'est cette femme sauvage qui s'empare et en fait, et qui te mène hein, là-dedans. En effet, en fait, la poussée, c'est un mécanisme naturel. On n'a pas vraiment besoin de pousser ou d'être dirigé, en tout cas, dans cette poussée. Lorsqu'on enfante naturellement,
on va ressentir cette poussée à un moment donné qui va être là en fait. Elle est présente, elle n'a pas besoin d'être dirigée puisqu'elle est là. Et la femme sauvage, elle sait exactement voilà, comment elle va sentir en elle-même ce qu'il faut faire. Donc, il se peut qu'elle ait envie d'accompagner cette poussée. J'accompagne aussi les femmes avec une respiration qui s'appelle la respiration de naissance, encore dans le livre de Marie Mongan, Hypnonaissance. Et cette respiration de la naissance, elle va être utilisée lors de la poussée, mais au lieu d'intensifier la poussée en poussant, on va relaxer le périnée et relaxer voilà, toute cette zone. Donc, la respiration, c'est tout simplement, on va inspirer et à l'expiration, on va imaginer que le souffle va vers le bas et on va relaxer le périnée au maximum. On va vraiment essayer d'avoir cette sensation de détente au niveau du périnée. On peut imaginer une fleur, par exemple, qui s'ouvre, mais sans pousser. Parce que lorsqu'on pousse, si par exemple on essaye là de pousser comme si on allait aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? On sent que ça se contracte en fait. Et à partir du moment où il y a des tensions, des contractions, eh bien, on va ressentir encore la douleur avec toujours ce syndrome peur, tension, douleur. Donc là, on va vraiment essayer de relâcher au maximum. La poussée va naturellement pousser le bébé vers le bas et nous, on va juste laisser le corps s'ouvrir pour laisser la poussée naturelle. C'est d'ailleurs un exercice que je conseille aux mamans voilà, de s'entraîner pendant la grossesse et aussi de faire quand elles vont aux toilettes. Donc, au lieu de, lorsqu'on va voilà, aux toilettes faire caca, on a peut-être pris l'habitude de pousser, hein, comme je pense une bonne partie de la population. Et là, on peut se dire, OK, je ne vais pas pousser, je vais respirer. Et à l'expire, j'imagine l'air qui va vers le bas et je relâche le périnée. Je vous invite à celles qui écoutent d'essayer. Et en fait, l'expérience est totalement différente dans le sens où là, on laisse vraiment le corps s'ouvrir et se relaxer. Et c'est vraiment drôle parce que j'ai eu des retours de mamans donc voilà, qui se sont entraînées et qui m'ont dit oh, maintenant, à chaque fois que je vais aux toilettes, j'ai l'impression de m'entraîner à enfanter. Yes. Voilà, c'est juste une façon de prendre conscience en fait de l'état de notre périnée et de ce qui se passe. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on ne va pas forcément porter notre attention sur cette zone. Est-ce qu'elle se contracte? Est-ce qu'elle est relaxée? Et la grossesse, l'enfantement, c'est une bonne occasion justement pour se comprendre, se connaître un peu mieux et donc expérimenter dans la pratique cette relaxation qui fait qu'on enfante plus facilement en relaxant. C'est super intéressant parce que ça va vraiment à l'encontre effectivement de cette image, encore une fois, de douleur et de force, hein, de contraction. Quand tu vois, je pensais aux films hein, aussi, des fois dans les films, les images d'accouchement, souvent c'est la femme qui est crispée, qui force, et cette idée de force. Et là, en fait, non, c'est on s'ouvre, on relâche. Oui, voilà, c'est ça. Le contraire. Et quelque chose que j'ai fait pendant la grossesse aussi pour réécrire en fait et reprogrammer mon subconscient, je regardais des vidéos d'enfantement, d'hypnonaissance. Et donc, je voyais ces femmes qui étaient en train d'enfanter et qui étaient toutes relâchées. Vraiment, on les voit, elles sont dans l'ouverture et la relaxation. Et ça m'a permis d'effacer les images des femmes qui sont toutes contractées pour amener une autre image. Et par mimétisme aussi, je me suis dit que plus je me nourrissais de ces images-là, et plus moi, j'absorbais un peu ces images de relaxation et d'ouverture. Ouais, c'est tout possible. Et du coup, je voulais revenir à quelque chose que tu as dit au début, au niveau transgénérationnel, et du coup, un peu plus largement, je me demandais si tu invitais les femmes avec leurs compagnons, leurs compagnonnes, les mères à se mettre en lien avec leur mère ou leur grand-mère
ou avec tout simplement d'autres femmes autour pour échanger, pour accompagner ce moment. Voilà, la place un peu de l'autre, de ces autres, parce qu'il y a des multiples possibles. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a ici, je suis un peu entre deux parce que comment dire, voilà, la première chose qui me vient, c'est que c'est vrai que c'est important de connaître l'histoire de notre famille pour guérir au niveau transgénérationnel et pour ne pas reproduire. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se reproduisent inconsciemment au fil des générations. Donc, c'est important voilà, de faire ce travail et aussi de demander soutien, demander à notre mère comment ça s'est passé pour toi, et puis voilà, à notre entourage. Mais d'un autre côté aussi, je demande souvent aux mamans d'essayer de se nourrir que d'histoires positives pendant leur grossesse. Parce que c'est vrai que quand une maman est enceinte, les gens ont tendance à venir vers elle et à lui dire « Alors moi, mon accouchement, c'était comme ci, moi, c'était comme ça ». Ça fait beaucoup d'informations. La femme enceinte est déjà très exaltée dans l'ouverture, en fait. Et donc, parfois, tous ces témoignages peuvent être lourds et peuvent ne pas vraiment aider, en fait, son cheminement. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est bien de voir ça avant, voilà, de guérir en fait tout ce qui est transgénérationnel avant l'enfantement, avant la grossesse même, et de réserver la grossesse aux images positives de naissance. Par exemple, par rapport à ce que j'ai décidé de faire pour moi, c'est vrai que je me suis vraiment concentrée sur que des histoires positives de naissance. Ça ne veut pas dire que je occultais le fait que ça puisse se passer mal, puisque voilà, tout peut se passer dans une naissance, hein, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer. Mais je considère qu'avec tous les conditionnements, les programmes et tout ce qu'on a vu, entendu, etc., ce côté-là de la balance est déjà bien fourni. Hein. On sait ce qui peut se passer de mal, même des fois pendant les préparations à la naissance, les équipes médicales voilà, disent alors si vous avez ça, si vous avez ci, voilà, on sait tous les risques et ça prend quand même beaucoup de poids. Et du côté des naissances plaisir, des naissances faciles, etc., généralement, il n'y a pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que je conseille plutôt aux mamans de se nourrir d'histoires positives, en tout cas pendant la grossesse, pour qu'elles puissent réécrire leur vision de la naissance. Après, concernant le soutien des femmes, c'est vrai que c'est primordial de se sentir soutenue, de pouvoir tisser une relation voilà, peut-être avec sa mère, ses tantes, ses grands-mères. Mais là, la relation peut être orientée plutôt dans le soin de la mère. Qu'est-ce que peut faire la grand-mère, l'arrière-grand-mère pour que la maman se sente bien, pour que la maman se sente plus relaxée, soutenue. Donc, il y a peut-être une chose en son temps, mais c'est vrai que lorsque la maman est déjà enceinte, je trouve ça mieux de garder cette bulle autour d'elle. Après, chaque femme est différente. Moi, c'est la perception que j'ai. Si une femme sent qu'elle doit travailler sur le transgénérationnel et aller creuser tout ça, même pendant sa grossesse, voilà, chacune est libre de faire ce qu'il sent le plus juste, en fait. Et je voudrais revenir d'ailleurs sur ce point essentiel, c'est que les mères, les mamans enceintes ont tout en elles pour enfanter leur enfant. Et même si maintenant on a de plus en plus d'informations, dont ce podcast qui peut être voilà, un supplément d'informations, finalement, les mamans savent au fond d'elles ce qui est bon pour elles. Et un de mon rôle, en fait, c'est de leur mettre en évidence qu'elles ont tout en elles et il n'y a qu'elles qui peuvent savoir ce qui est bon pour elles. Donc, parfois, voilà, la vie a fait qu'on a pu s'éloigner de son centre
de sa validation intérieure et qu'on peut être en recherche de validation extérieure. Et là, ce que j'essaye de transmettre aux femmes, c'est de retrouver cette validation intérieure et cet instinct, cette intuition qu'elles ont toutes en elles et qu'elles, même s'il y a plein de conseils, les plus beaux qui soient, qu'elles ont toujours avoir, ok, est-ce que ça résonne pour moi? Voilà. Si ça résonne, yes. Si ça résonne pas, tant pis, on passe à autre chose et on va chercher quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous, quoi. Donc ça, c'est vraiment important pour qu'il y ait cette notion d'empuissancement de la part de la maman, qu'elle puisse se sentir vraiment puissante en étant elle-même, en étant alignée avec ses valeurs, avec ses pratiques. Et c'est pour ça que ce que je propose, ça va être en fonction des mamans aussi et que chacune est libre de, voilà, s'il y a quelque chose qui résonne, tant mieux. S'il y a quelque chose qui ne résonne pas, hop, ça sert à rien d'insister. C'est vraiment son centre à elle, quoi, sa propre souveraineté, sa propre déesse intérieure ici qui dirige là où elle a envie d'aller. Super. Et est-ce que tu invites les compagnons dans ton programme à un moment? Oui, alors, je propose des ateliers naissance-plaisir qui durent 3 heures, où là, je partage tout ce que je vous ai dit à peu près, hein, et plus encore, et plus en détail. Et c'est important que le compagnon soit là, ou la compagnonne, pour déjà comprendre ce fonctionnement et aussi comprendre plus en profondeur leur rôle. Qu'est-ce qu'est leur rôle? Des fois, il se peut qu'il y ait un décalage entre la maman et le ou la partenaire. Par exemple, ce qui arrive souvent, c'est que la maman a envie d'enfanter à la maison, mais de l'autre côté, il y a des peurs, etc. Donc là, c'est déjà d'essayer d'harmoniser aussi cette cellule couple et aussi que le couple puisse avoir les mêmes infos pour être cohérent dans la mise en place de l'enfantement. Par exemple, le conjoint peut aider pour tout ce qui est détail aussi au niveau de l'atmosphère de naissance. On en a parlé un peu plus tôt. Voilà, peut mettre en place tout ça pour que la maman se sente bien et que lui-même ou elle-même ne soit pas stressée. Ça va être important aussi parce que les hormones de stress ou de peur se partagent. Donc, si le partenaire a ces hormones-là, ça peut interférer avec les hormones d'ocytocine de la maman. Et au contraire, si le partenaire ou la partenaire sont remplis d'ocytocine, d'amour et qui sont là, juste la présence finalement, mais présence amoureuse, ça va booster la maman aussi, quoi. Donc, oui, c'est important que le partenaire soit là ou la partenaire. Aussi, par exemple, pendant le travail, pour booster l'ocytocine, si la maman le sent, elle peut aller choper le partenaire, lui faire un baiser langoureux, un bon roulage de pelle, et là, ocytocine, ça remonte direct. C'est ce genre de petites choses qui font qu'on revient en fait à l'explication scientifique de la naissance plaisir au niveau des hormones. Plus on va être baigné dans l'ocytocine, plus ce taux va être constant et haut, plus le corps va s'ouvrir et va être relaxé, quoi. Donc c'est important. Super. Écoute, merci pour tout ce partage, toutes ces belles choses. Je voulais savoir si tu avais une dernière petite chose que tu voulais rajouter de ton côté ou pour finaliser avant que je te fasse ma petite question traditionnelle du portrait chinois. Pour finir, c'est important d'accepter ce qui peut se passer. Voilà, comme je l'ai dit au début, on peut viser la naissance plaisir avec aussi des affirmations positives. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le fait d'y croire déjà, parce que nos croyances
vont influencer notre biologie, notre physique. En fait, nos croyances vont influencer toute notre réalité. Donc, si on a envie de cheminer vers la naissance plaisir, c'est important de se nourrir pour y croire vraiment. Et ça peut être, par exemple, je me répétais tous les jours, j'accouche dans l'orgasme, j'enfant dans l'orgasme. Voilà, pour m'en persuader aussi. Mais après, voilà, on plante, on sème les graines de ce qu'on a envie de vivre. Mais après, on laisse le résultat final, on laisse les fleurs et la situation se développer comme l'univers, en fait, a décidé pour nous. Parce que toutes les expériences de naissance, qu'elles soient à l'hôpital avec péridurale, en césarienne, dans le plaisir ou dans la douleur, enfin, toutes les expériences de naissance sont à honorer, sont à respecter. Et voilà, c'est le mot de la fin que je veux dire. Tout est à honorer, quoi qu'il en soit. Bon, du coup, ma petite question traditionnelle. Si tu étais un animal, quel animal serais-tu? Une louve. Une louve. La femme sauvage. D'accord. Mm. Eh ben, écoute, encore une fois, un grand merci. Je partagerai en lien voilà, ton programme et puis peut-être aussi les livres dont tu as pu parler pour les personnes qui souhaitent faire leur petit bout de chemin. Et je te souhaite plein de belles choses dans cette aventure et au plaisir de te voir. Merci Eve, c'était un plaisir pour moi de partager ma passion sur la naissance orgasmique. Merci.